Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Big Foot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées.
L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. Vous creusez dans la célèbre nécropole de Saqqara en Égypte, qui fut un cimetière pour pharaons hyper prestigieux, quand soudain, vous découvrez une immense porte rose derrière laquelle se trouve quelque chose dont personne ne connaissait même l'existence. Derrière cette énorme porte en pierre, qui n'était pas censée être ouverte, soit dit en passant, vous venez de tomber sur une tombe oubliée de la royauté égyptienne. Bien, chers amateurs d'histoire, il va falloir vous accrocher, car des archéologues viennent de réaliser quelque chose tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones. Voyageons donc jusqu'à Saqqara, l'un des sites les plus mystérieux et riches en trésors de l'Égypte ancienne. La vedette du spectacle, un prince dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, le prince Ouserefre, fils du roi Ouserkaf. Personne de bien important, hein? Juste le fondateur de la 5e dynastie d'Égypte. Rien de bien sérieux. Mais la manière dont sa tombe a été découverte, tout a commencé avec cette porte massive, faite de granit rose, rien de moins. Mais il ne s'agit pas simplement d'une dalle de pierre ordinaire, elle mesure environ 4 mètres de haut et plus d'1 mètre de large. Une girafe pourrait facilement la franchir sans se cogner la tête.
Cette porte est également plus lourde que le SUV de votre voisin. Mais il y a un rebondissement, ce n'était pas une vraie porte. C'était une fausse porte. Un symbole destiné à permettre à l'esprit du défunt de passer du monde des vivants à l'au-delà. C'est là que notre histoire devrait prendre fin. Après tout, les fausses portes sont courantes dans les tombes. Mais celle-ci était vraiment spéciale. Vous voyez, les fausses portes étaient généralement fabriquées en calcaire, une roche assez commune et répandue un peu partout en Égypte. Pour en construire une en granit rouge ou rose, il fallait transporter ces roches depuis une carrière située à 650 km de là. Et vous vous doutez bien que le voyage n'était pas bon marché. Selon les égyptologues, c'est la première fois qu'une fausse porte de cette taille et de ce matériau est découverte en Égypte, ce qui en fait une pièce d'architecture totalement unique. Outre son coût extrêmement élevé, elle cachait également une surprise. Lorsque les chercheurs ont approfondi leurs investigations, ils ont réalisé que cette fausse porte dissimulait en réalité une véritable entrée. Et où conduisait-elle? À une tombe cachée remplie de statues, de reliques et de secrets vieux de plus de 4000 ans. La tombe appartenait au prince Ousrefré, mais vous pouvez aussi l'appeler Oussar Efra ou Wazer Efra. Bien qu'il ait été complètement effacé de l'histoire, ce gars n'était pas un noble quelconque. Les hiéroglyphes sur la porte en granit rose le désignent comme prince héréditaire, gouverneur de Bouto et de Nekeb, scribe royal, vizir, juge et prêtre lecteur. Ouf, un peu comme la version égyptienne de Daenerys Targaryen. Ces inscriptions non seulement identifient ses rôles politiques et religieux, mais suggèrent également qu'il détenait un pouvoir significatif, en Basse et en Haute-Égypte, ces deux régions reliées directement par ses titres. Un titre en particulier, prêtre de Sokar, le lie à la divinité de la nécropole, celle à tête de faucon. Ce dieu était à la fois le patron des vivants et le dieu des morts. Je suppose donc que ce prince oublié était plutôt important. Sa tombe, après tout, fut placée dans un endroit super chic à Saqqara. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que le prince Ousrefré n'apparaît pas dans les listes officielles ni dans les arbres généalogiques royaux, ce qui nous amène à nous demander s'il est décédé avant de pouvoir accéder au trône, ou si son héritage a été délibérément effacé lors d'un des innombrables drames politiques qui secouaient régulièrement l'Égypte ancienne. Certains érudits croient aujourd'hui que sa disparition serait liée à des luttes de pouvoir religieuses ou politiques datant du début de la 5e dynastie, à l'époque où son père Ouserkaf travaillait à remanier la religion du pays. Et en parlant de son père, le roi Ouserkaf fut un véritable pionnier. Il ne fut pas seulement le fondateur de la veuille dynastie, il a aussi provoqué une véritable révolution religieuse, en élevant le dieu soleil Ra au-dessus de divinités plus anciennes. En effet, Ouserkaf a construit le tout premier temple solaire à Abouzir, suscitant une réelle obsession dynastique pour ce culte. Après la fin du bref mais révolutionnaire règne d'Ouserkaf, d'autres pharaons sont entrés en scène. Saouré, Néferirkare, Niuserre-Ini. En gros, le boys band de la 5e dynastie. Et ces gars-là étaient focalisés sur deux choses, construire des pyramides et faire de l'argent. Ils ne se contentèrent pas d'empiler des pierres. Ils étendaient l'influence de l'Égypte, ouvraient des routes commerciales vers des terres lointaines, et pavaient leurs temples d'or et de splendeur à n'en plus finir. Dans les tombes, c'était encore plus cool. Il y avait une magnifique table d'offrandes en granit rouge, couverte d'inscriptions décrivant les aliments rituels, une sorte de menu éternel pour l'au-delà, car ils croyaient que les défunts pouvaient, comme par magie, se restaurer de ces aliments. Mais en fait, c'étaient les prêtres funéraires et leurs familles qui mangeaient tous ces mets. On a également découvert des fragments de poterie, des amulettes et des murs peints. Mais les véritables vedettes, là-dedans, c'étaient les statues. Et là, les choses deviennent assez étranges, mais dans le bon sens. Les chercheurs ont découvert des statues du roi Djeser, celui qui a construit la première pyramide d'Égypte, de sa femme et de leurs 10 filles, à l'intérieur de la tombe du prince Ousrefré. Mais Djeser a vécu plusieurs siècles avant Ouserkaf. Alors que faisaient-ils ces statues ici? Eh bien, les scientifiques n'en savent rien. Ces statues furent construites pendant le règne du roi Djeser lui-même, et appartenaient probablement à cette première pyramide jamais construite. Les experts pensent qu'elles furent déplacées pendant la 26e dynastie, des milliers d'années après Djeser, peut-être pour les protéger de la destruction, ou peut-être parce qu'elles étaient encore vénérées. En gros, les anciens Égyptiens étaient des accumulateurs, mais d'une manière élégante.
Les scientifiques savent également de façon certaine que certaines gravures et statues retrouvées dans cette tombe ne furent réalisées que bien plus tard, ce qui signifie que le site fut probablement transformé en une espèce d'entrepôt pour objets de luxe, ou peut-être s'agit-il simplement d'une forme de décoration intérieure très ancienne. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas tout. Il y avait une autre entrée en granit rose du côté est du tombeau, avec des inscriptions liées au roi Néferir-Karé, un autre pharaon de la 5e dynastie qui a également essayé de construire sa propre pyramide, mais a échoué. Et près de cette deuxième entrée, les archéologues ont découvert quelque chose de jamais vu auparavant à Saqqara. Un ensemble de 13 statues en granit rose, toutes assises en rang sur un banc à dossier, comme si elles étaient dans la salle d'attente du fisc de l'au-delà. Certaines avaient la tête surélevée et représentaient probablement les épouses du prince, tandis que d'autres n'avaient plus de tête du tout. Une statue en granit noir fut trouvée à l'envers. Peut-être est-elle tombée à un moment ou à un autre au cours de tous ces longs siècles silencieux. Selon les archéologues, la position et la forme des têtes suggèrent que ces statues suivaient une hiérarchie sociale stricte, avec les figures centrales représentant probablement des individus de statut plus élevé. Les statues sans tête pourraient indiquer un travail inachevé ou des actes de vandalisme. Et à propos de statues en granit noir, on en a trouvé une autre à l'intérieur de la tombe. En se basant sur sa forme et ses inscriptions, il semble qu'elle ait été placée là au cours de la 26e dynastie, à l'époque où furent déplacées ces autres statues, celles de Djeser. Cela suggère que la tombe n'était pas abandonnée. Elle a été réutilisée, adaptée, et peut-être même vénérée par les générations suivantes. D'ailleurs, le granit noir fut associé à Osiris, le dieu des enfers, pendant la période tardive. Ce qui signifie que la présence de cette statue est un indice que la tombe est devenue un espace rituel bien après la mort du prince. Tout cela, des portes en granit géantes, des statues surprenantes, des tombeaux réutilisés, constitue une découverte absolument passionnante. Le prince Ouserefre n'est peut-être pas encore un nom connu, mais son tombeau est désormais l'un des plus fascinants jamais découverts à Saqqara. Il témoigne non seulement de ce qu'était l'ancien empire, mais aussi du fait que les anciens Égyptiens restaient en contact avec leur passé, même des milliers d'années plus tard. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi cacher un tombeau derrière une porte factice? Pourquoi le remplir de statues de différentes époques? Et qui était exactement le prince Ouserefre? C'est le genre de mystère qui pousse les archéologues à creuser et qui nous fascine. En fin de compte, cette découverte ne concerne pas seulement un tombeau, elle concerne tout ce qui repose encore sous les sables d'Égypte. Au fur et à mesure que nous faisons de nouvelles découvertes, nous réalisons que l'histoire ancienne ne disparaît jamais, elle sommeille simplement, derrière d'immenses portes de granit rose. En 2020, des signaux étranges provenant des profondeurs de l'Antarctique ont fait la une des journaux. En seulement quelques jours, les gros titres ont explosé. La NASA avait découvert un univers parallèle où le temps s'écoule à l'envers. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'ont réellement détecté les scientifiques? Eh bien, cette histoire repose sur un cas de folie, sur des expériences mal comprises et sur le besoin humain de croire au mystère. Encore aujourd'hui, tous les quelques mois, quelqu'un republie un post au sujet de la découverte par la NASA d'un univers parallèle en Antarctique, un univers où le temps s'écoule à l'envers. Et les gens continuent d'y croire. Mais non, la NASA n'a pas trouvé de monde miroir sous le pôle sud, ni aucune sorte de réalité inversée où les gens vieillissent à l'envers ou parlent en phrases rembobinées. Cependant, ils ont trouvé quelque chose de curieux. Voici ce qui s'est réellement passé. Des scientifiques survolaient l'Antarctique avec un instrument étrange appelé ANITA. C'est l'abréviation de Antarctic Impulsive Transient Antenna. ANITA est une machine qui flotte au-dessus de l'Antarctique. Essentiellement, un ballon géant avec des antennes. Elle capte de minuscules particules spatiales appelées neutrinos. Les neutrinos sont extrêmement petits et presque fantomatiques. Ils n'ont presque pas de masse et traversent la matière comme si elle n'existait pas, même des planètes entières. En général, ces neutrinos viennent de l'espace et pleuvent sur la Terre. La plupart des neutrinos, les plus communs, de basse énergie, peuvent traverser la Terre comme si c'était de l'air, comme de petits insectes passant à travers une clôture grillagée. Il existe cependant certains neutrinos à très haute énergie. Ils sont extrêmement rares et ils interagissent un peu plus souvent avec la matière, et ils peuvent être bloqués.
Si des neutrinos à haute énergie frappent quelque chose de suffisamment dense, comme la roche et le métal à l'intérieur de la Terre, il se peut qu'ils heurtent enfin une particule et soient absorbés. Cette fois, la comparaison serait celle de balles de tennis venant s'écraser contre un grillage. Les neutrinos de basse énergie, qui sont omniprésents et assez inoffensifs, sont relativement indétectables. Mais les neutrinos à haute énergie sont exactement ce qu'Anita peut détecter. Lorsqu'ils percutent dans la glace, ils envoient des ondes radio facilement repérables. Ce faible signal radio porte le nom d'effet Ascarian. Et oui, c'est exactement pour cela qu'Anita survole l'Antarctique. La glace y est pure, sèche et silencieuse. C'est l'environnement parfait pour capter ces signaux si rares. Alors, qu'a détecté Anita? Quelque chose qui remontait sous la glace, comme si un neutrino à haute énergie venait des profondeurs de la Terre. Quoi? Bien, prenons le temps de réfléchir. La particule aurait commencé quelque part dans le nord, aurait traversé toute la Terre et serait ressortie de l'autre côté. Tout cela demeure étrange, car ce n'est pas censé se produire. Des neutrinos dotés d'une telle énergie auraient dû être arrêtés au milieu de la planète, comme nous l'avons dit, être absorbés. Du coup, les scientifiques ont été confrontés à une petite anomalie. Selon notre physique actuelle, cela ne devrait pas être possible, à moins que quelque chose que nous ne comprenons pas soit en train de se produire. Et lorsqu'on est confronté à quelque chose de bizarre, on explore toutes les options, même les plus farfelues. C'est ainsi que le cauchemar a commencé. Un groupe de chercheurs a alors publié un article suggérant que ce signal étrange pouvait être expliqué par l'existence d'un univers symétrique CPT. CPT signifie charge, parité et temps. Ce sont essentiellement trois façons de retourner l'univers. Charge signifie échanger toutes les particules avec leur contraire. Par exemple, échanger les électrons, qui ont une charge négative, avec les positrons, avec une charge positive. Parité signifie mettre l'univers en miroir, un peu comme si on le regardait dans une glace. La gauche devient la droite, et la droite devient la gauche. Et le temps, bien sûr, signifie faire s'écouler le temps à l'envers, comme on rembobine une vidéo. Il y a une grande règle en physique qui porte le nom de symétrie CPT. Selon elle, si vous changez ces trois choses à la fois, les lois de la physique devraient continuer à fonctionner de la même manière. C'est un peu fou, mais si vous prenez l'univers et que vous échangez la matière avec de l'antimatière, que vous inversez gauche et droite et que vous retournez le temps, il continuera d'obéir aux lois de la physique. Pourquoi? Eh bien, dans notre univers, un électron entre en collision avec un positron et il crée des photons. Super. Maintenant, prenez ça, inversez tout, et qu'est-ce qu'on obtient? Les photons se transforment spontanément en positrons et en électrons, mais en miroir et inversés. C'est toujours la même physique, bien qu'elle soit à l'envers. Les équations tiennent toujours, et la nature est en ordre. Maintenant, voici ce qu'il y a de fou dans tout ça. Certains physiciens se sont dit « Et si le Big Bang avait créé deux univers? Le nôtre, fait de matière normale et qui avance dans le temps. Et l'autre, un jumeau en miroir fait d'antimatière, qui recule dans le temps, selon notre point de vue. Cela ne signifie pas qu'une personne dans l'autre univers ressent le temps à l'envers. Pour elle, le temps s'écoule vers l'avant, tout comme il le fait pour nous. Mais de notre point de vue, elle se déplace de notre futur vers notre passé. Et inversement, pour elle, nous sommes des créatures étranges qui se déplacent à l'envers. Et si ces deux univers étaient des images exactes, mais retournées, l'un de l'autre? Cela signifierait même physique, même règles et symétrie. Il ne s'agit pas là d'une théorie de science-fiction farfelue, même si ça y ressemble beaucoup. Cela permet aux chercheurs d'expliquer certains des mystères de la physique les plus étranges. Par exemple, pourquoi il y a tellement de matière dans notre univers et si peu d'antimatière, bien qu'on s'attendrait plutôt à des proportions égales. Ou pourquoi l'univers est si symétrique et équilibré. Revenons à nos neutrinos. Certains scientifiques ont suggéré que, peut-être, ces particules qui volent vers le haut pouvaient provenir de cet univers miroir CPT et faisaient intrusion dans le nôtre, comme par une fissure entre deux réalités symétriques. Si vous regardez les choses de cette façon, c'est une hypothèse assez audacieuse. C'est spéculatif. Ce n'est pas prouvé. C'est une expérience de pensée intéressante,
une réalité non confirmée. Mais les médias se sont immédiatement emparés du sujet. Ils ont publié un article avec un titre affirmant que nous avions trouvé la preuve d'un univers parallèle à la temporalité inversée en Antarctique. Et tous les autres grands tabloïds l'ont repris. Ils ont prétendu que la NASA avait réellement découvert un univers parallèle. Le voyage dans le temps est réel, le multivers est confirmé. Pendant ce temps, les scientifiques qui travaillaient avec Anita ont un peu perdu la tête. Ils ont essayé d'intervenir pour dire que ce n'est pas du tout ce qui s'était passé. Ils ont expliqué que les signaux étaient inhabituels, oui, mais qu'il existait de nombreuses explications normales, qui ne nécessitaient pas de réécrire les lois de la physique. Il pouvait même simplement s'agir d'une erreur expérimentale. Peut-être un comportement inhabituel des particules, ou des lacunes dans la façon dont nous modélisons les interactions entre neutrinos. Bien sûr, personne n'écoute les experts sur ce que les experts découvrent. Et une fois qu'une idée comme celle-ci atteint les réseaux sociaux, il devient presque impossible de raisonner les gens. Mais cela ne signifie pas non plus que le multivers n'est pas réel. Bien au contraire, les physiciens explorent toujours ce concept, et ils supposent que certains de ces univers potentiels, s'ils existent, pourraient avoir des lois différentes. Une idée, qu'on appelle la théorie des mondes multiples, provient de la physique quantique. Selon elle, chaque fois qu'un événement peut se produire de plusieurs façons, comme le déplacement d'une particule ou la prise d'une décision, toutes ces possibilités se réalisent effectivement, mais dans des univers distincts. Ainsi, il pourrait exister d'innombrables versions de la réalité, chacune légèrement différente, se ramifiant à partir de chaque événement. Peut-être que dans un univers, les dinosaures ne se sont jamais éteints. Peut-être que dans un autre, vous n'avez jamais envoyé ce texto embarrassant. Une autre idée porte le nom de théorie de l'univers bulle. Après le Big Bang, l'univers s'est étendu incroyablement vite lors d'un processus appelé inflation. Certains scientifiques pensent que l'inflation ne s'est jamais complètement arrêtée et se produit encore dans certaines régions. Cela signifierait que de nouveaux univers bulles se forment constamment, chacun avec ses propres lois de la physique. Notre univers ne serait qu'une bulle dans une immense mer cosmique d'autres bulles. La troisième idée concerne la matière miroir. La matière noire est invisible, mais sa gravité affecte l'univers. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être constituée de particules similaires à celles qui composent la matière ordinaire, mais qui nous sont simplement cachées. Cette matière de l'ombre pourrait être à l'origine de galaxies entières et invisibles, et même de formes de vie, le tout coexistant juste à côté de nous. Peut-être ne pouvons-nous tout simplement pas la détecter autrement que par la gravité, pour l'instant. Mais en physique, il ne s'agit là que de théories, de possibilités mathématiques. Nous n'avons aucune preuve directe que ce soit réel. Mais si nous en trouvions une, espérons seulement que ce ne sera pas le scénario du garçon qui criait au loup. Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste,
uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidental et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige.
Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. Des éponges en forme d'amphores, des méduses d'un autre monde, des vers segmentés hérissés de soie, ainsi que d'imposantes pieuvres figurent parmi les plus récentes découvertes en Antarctique. Ces créatures ont été observées suite au détachement d'un immense iceberg, révélant sous la glace un véritable trésor de vie ancienne. En janvier 2025, un immense bloc de glace baptisé A84, aussi vaste que la ville de Chicago, s'est détaché de la plateforme de glace de George VI, une étendue glacée longue de 450 km, large de 19 à 69 km et épaisse d'environ 250 mètres. Durant l'été austral, de novembre à fin février, la fonte de surface y donne naissance à de longs lacs sinueux appelés lacs glaciaires rubaniformes, dont le nom reflète la forme étirée. Lorsque l'iceberg s'est éloigné, il a mis à nu une portion du fond marin jusqu'alors jamais observée. Le navire de recherche Falkor, II, naviguait à proximité, dans la mer de Bellingshausen. Informés du détachement, les scientifiques ont aussitôt modifié leur programme, conscients de l'opportunité rarissime qui s'offrait à eux. Explorer un lieu vierge et insoupçonné, comme si l'on soulevait une pierre dans une forêt pour découvrir la vie dissimulée en dessous. Les chercheurs ont mobilisé un robot sous-marin nommé Subastian pour sonder les abysses durant 8 jours. Ils ont atteint des profondeurs dépassant les 1280 mètres. C'est là qu'ils ont mis au jour un écosystème insoupçonné, d'imposants coraux et de vastes éponges, littéralement peuplés d'organismes marins, un monde tapi sous les glaces. Les chercheurs s'attendaient à détecter quelques formes de vie, mais furent stupéfaits par leur abondance. Ces créatures sous-marines anciennes ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient depuis des siècles dans ce milieu extrême. Anémones semblables à de petits arbres cotonneux, araignées de mer, poissons des glaces, pieuvres. L'expédition fut retransmise en direct à des scientifiques du monde entier. Et ces vidéos sont désormais accessibles librement. Certaines des créatures découvertes semblent appartenir à des espèces nouvelles, ce qui est particulièrement fascinant. En 2025,
il est fort probable que l'Antarctique abrite encore des espèces inconnues, dont certaines pourraient être endémiques à cette région. Cette singularité s'explique par l'isolement extrême du continent, séparé du reste du monde depuis des millions d'années par le courant circumpolaire antarctique, comparable à de vastes douves encerclant un château fort. Même si ces espèces ne s'avéraient pas inédites, les chercheurs ont tout de même identifié des escargots, des vers polychètes munis de soie, de minuscules crabes et autres crevettes, ainsi qu'une rare variété de méduses fantômes, dont l'apparence évoque un monde étranger. Leur nom scientifique, Stygiomedusa gigantea, étant par trop complexe, on l'appellera simplement méduse fantôme géante. Cette dernière est d'une taille impressionnante. Son ombrelle, cette partie ronde en forme de cloche, peut excéder 1 mètre de diamètre. Elle possède également 4 bras traînants, dont chacun peut atteindre 10 mètres, soit la longueur approximative d'un autobus scolaire. Bien que le tout premier spécimen ait été capturé dès 1899, il fallut attendre 60 ans pour reconnaître en cette créature une espèce totalement distincte. La méduse fantôme présente un corps translucide aux reflets violacés, lui conférant une allure spectrale. À la place des tentacules traditionnels, elle possède de longs bras rubanés qui lui permettent d'attraper ses proies et de les acheminer vers sa bouche, située en son centre. Bien que dépourvues de cerveau, ces méduses ont étonné les chercheurs par leur comportement. La méduse fantôme géante semblait mouvoir ses bras avec lenteur et précision, surtout lorsqu'elle traversait d'étroits passages sur le fond marin. Elle paraissait agir avec prudence, de manière presque intentionnelle. Une telle attitude intrigue. Aurait-on affaire à une créature dotée d'une forme de sensibilité? Voilà de quoi susciter le malaise. Les méduses disposent d'un réseau nerveux rudimentaire, mais pas d'un véritable cerveau. Pourtant, les mouvements fluides et contrôlés de la méduse fantôme ont amené les scientifiques à penser qu'elle pourrait être plus intelligente, voire mieux coordonnée que les espèces connues. L'étudier permettrait de mieux comprendre comment des êtres dénués de cerveau peuvent malgré tout explorer, réagir et s'adapter à des environnements aquatiques complexes. Lors de l'exploration des profondeurs antarctiques, l'équipe a fait la rencontre de petites créatures fascinantes appelées polychètes. De nombreuses espèces variées de ces vers évoluent dans les zones extrêmement froides et profondes de l'océan. Leur corps segmenté est orné de minuscules soies disposées le long de leurs flancs, qui leur servent à se déplacer, à percevoir leur environnement et même à se défendre contre les dangers. Un exemple remarquable est l'Eulagiska gigantea, qui habite les eaux glaciales et abyssales, et dont les soies dorées étincelantes lui confèrent une allure particulièrement élégante. Durant leur expédition sous-marine, les chercheurs ont également découvert d'impressionnantes éponges aux formes évoquant de grands vases. Ces organismes, dont la croissance est notoirement lente, doivent leur gigantisme à une présence continue sur place, s'étalant sur plusieurs siècles, voire davantage. La taille considérable de ces éponges révèle que la faune environnante ne s'est pas installée récemment, mais qu'elle forme, depuis des décennies, des communautés marines pérennes et prospères dissimulées sous la glace, attestant d'une vie ancienne et résistante à l'âpreté du milieu. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques. Dans les études précédentes, ils faisaient descendre des caméras par des trous dans la glace ou exploraient des zones d'iceberg longtemps après leur détachement, et ne voyaient qu'un fond marin nu, presque vide. Mais cette fois-ci, arrivé quelques semaines seulement après le détachement de l'énorme iceberg, l'équipe a découvert ce qui se cachait juste en dessous. Les 14 premiers kilomètres derrière la barrière de glace abritent des écosystèmes riches et animés. Ce milieu sombre, froid et depuis longtemps isolé accueille pourtant de multiples créatures. Cela prouve que la vie peut survivre dans des lieux que l'on croirait bien trop hostiles ou gelés. En revanche, la présence de cette vie sous la glace ne surprend guère. De nombreux animaux vivent en effet dans des environnements sous-marins, sombres et froids. Il est donc naturel qu'ils habitent également sous cette plateforme glaciaire. La glace les dissimule et les protège des perturbations de surface. Ce qui étonne davantage, c'est la diversité des espèces présentes, malgré l'isolement ancien de ce lieu. Ce milieu ressemble en réalité beaucoup au fond marin des régions antarctiques dépourvues de glace. Comment cela peut-il s'expliquer? Habituellement, de minuscules plantes, les phytoplanctons, prolifèrent près de la surface où la lumière solaire pénètre, fournissant la base de la chaîne alimentaire.
De petits crustacés formant le krill se nourrissent de ces plantes la nuit avant de plonger pour acheminer nourriture et nutriments au fond marin. Même leurs déchets participent à l'alimentation de la vie abyssale. Or, la présence d'une calotte glaciaire massive bloque la lumière, empêchant la croissance végétale et la descente du krill. Les scientifiques supposaient alors que la vie y serait moindre. Pourtant, ils y ont découvert une abondance surprenante d'organismes. Il semblerait que la nourriture et les nutriments parviennent à s'infiltrer sous la glace, acheminés par des courants sous-marins semblables à des rivières qui coulent sous l'océan. Les chercheurs ont observé des espèces animales particulièrement âgées, ce qui donne à penser que ces courants, issus pour l'essentiel de la fonte des glaciers, assurent un apport suffisant pour maintenir un écosystème équilibré et dynamique. Personne ne peut prédire avec certitude le sort de cette vie abyssale à présent que l'iceberg s'est éloigné. Ces organismes ont vécu sous une couche épaisse et stable de glace pendant une période indéterminée, dans des conditions d'obscurité totale et d'immobilité. Il est évident qu'ils ne sont guère enclins au changement. La disparition de ce toit glacé pourrait dès lors bouleverser profondément leur environnement. L'un des chercheurs a rappelé que la plateforme glaciaire à l'origine de l'iceberg avait reculé d'environ 40 km en un demi-siècle. Ce retrait s'inscrit dans un phénomène plus large. L'Antarctique fond à un rythme croissant, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. C'est ce qui confère à cette découverte son importance capitale. L'équipe cherche à comprendre non seulement ce qui se passe à l'instant présent, mais aussi comment cet écosystème dissimulé s'inscrit dans un cadre plus vaste. En étudiant son évolution sur plusieurs décennies, voire davantage, nous pourrions peut-être anticiper ce qui nous attend. N'est-il pas remarquable que la rupture d'une masse de glace puisse livrer de telles révélations? Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître,
car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons, et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure
les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachées. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique. Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 m². Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long, certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient n'atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leurs tâches. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement.
Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné. Il espérait tomber sur des trouvailles majeures, telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat, mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé. Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk, d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Anki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentour. Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité. Il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité. Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout, livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments,
des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination acadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad. Une découverte étrange dans le lac Huron nous informe qu'il pourrait possiblement contenir les vestiges d'une civilisation entière. Tiens, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'Atlantide? Pas exactement. Mais s'il y a vraiment eu jadis une civilisation sous-marine à cet endroit, elle devait être assez avancée. Il y a environ 10 000 ans, 2 petits fragments d'un outil de pierre se sont détachés et sont tombés par terre sans que personne ne s'en aperçoive. Ils sont restés enterrés là pendant des milliers d'années, jusqu'en 2013. Puis des scientifiques ont remonté un petit morceau de boue de la taille d'une brique de lait depuis le fond du lac Huron, à 30 mètres sous la surface. Dans la boue, ils ont trouvé ces 2 éclats faits d'obsidienne. Un verre volcanique noir et brillant qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Après des tests précis, ils ont réalisé que ces éclats provenaient du centre de l'Oregon, ce qui représente une assez longue distance, environ 4000 km. Ce site préhistorique des Grands Lacs a été découvert sur la crête Alpena-Amberley, une formation sous-marine qui reliait autrefois ce qui est aujourd'hui le Michigan et l'Ontario. À l'époque, c'était des terres sèches. Les premiers humains y construisirent des pièges pour animaux, le caribou par exemple. L'ère glaciaire s'éteignait et bientôt, les Grands Lacs commencèrent à se former. L'obsidienne était le matériau high-tech des temps anciens. Elle est extrêmement tranchante et parfaite pour fabriquer des outils. Si vous étudiez attentivement ces éclats, vous ne pourrez pas douter que les outils dont ils proviennent furent de fabriquer de main d'homme. La façon dont ils ont été taillés évoque un travail des plus minutieux. Ces anciennes populations ne fabriquaient donc pas seulement des outils élémentaires, ils avaient également accès à de l'obsidienne venue de contrées extrêmement lointaines. On pense en conséquence qu'il existait déjà à l'époque un immense réseau commercial. Depuis plus d'un siècle, des gens émettent l'hypothèse que des sociétés anciennes pourraient avoir existé sous les Grands Lacs, mais personne n'en a jamais eu la preuve. C'est pourquoi les travaux sur ce site archéologique submergé sont si importants. Une équipe de chercheurs tente depuis plus de 10 ans d'en apprendre davantage sur ces ruines vieilles de 10 000 ans et sur la civilisation qui les aurait laissées derrière elles. L'eau glacée du lac Huron a agi comme une capsule temporelle qui a permis de préserver des choses pendant des milliers d'années. Jusqu'à présent, les chercheurs ont trouvé non seulement des outils en pierre, mais aussi des arbres millénaires avec leurs racines encore intactes et des tourbières sous-marines où ont été préservées des graines et des feuilles. Un peu comme le Pompéi de l'âge de glace, une scène figée dans le temps. Ces découvertes aident également les scientifiques à concevoir de nouvelles méthodes d'archéologie sous-marine. Ils utilisent des sonars, des robots sous-marins et des plongeurs. Il est assez incroyable que les outils qu'ils ont découverts sur la crête Alpena-Amberley soient beaucoup plus petits que d'autres outils de la même époque trouvés à proximité. Cela pourrait indiquer qu'un groupe différent de personnes vivait ici et qu'ils avaient leur propre mode de vie. Même les tourbières qu'ils ont trouvées, qui datent d'environ 9500 ans, recèlent des secrets. Elles sont pleines d'aiguilles de pin, de graines et de feuilles qui pourraient nous informer sur l'environnement de l'époque. D'ordinaire, ce genre de choses se décompose rapidement, mais l'eau froide et douce les a préservées. L'équipe du Michigan collabore avec des scientifiques basés à Cambridge, en Angleterre, pour extraire l'ADN de ces restes. Si cela fonctionne, nous pourrions enfin savoir quel type d'animaux vivaient là, et peut-être même plus. Ils ont encore des années de travail sur ce site préhistorique des Grands Lacs. Un autre célèbre site archéologique submergé est la cité perdue de Pavlopétrie. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville engloutie du monde, tout au moins selon nos connaissances actuelles. Pavlopétrie a environ 5000 ans. Cela signifie qu'elle existait bien avant les légendaires héros grecs des récits d'Homère. Les scientifiques l'ont aperçue pour la première fois en 1904, puis l'ont oubliée jusqu'en 1967, lorsque Nicholas Fleming l'a redécouverte. Il l'a décrite comme une ville de l'âge du bronze, désormais engloutie sous 3 à 4 mètres d'eau. Un an plus tard, il est revenu avec une équipe de scientifiques pour en étudier les ruines. En l'espace de 6 semaines, en utilisant uniquement des rubans métriques et une grille élémentaire, ils ont réussi à cartographier la ville.
Ils ont constaté qu'elle s'étendait sur environ 300 par 150 mètres et comportait au moins 15 bâtiments, des cours, 5 rues, 2 tombeaux et environ 37 petites tombes en pierre. Ils ont également trouvé des indices indiquant que les ruines se poursuivaient sur l'île voisine de Pavlopétrie elle-même. Ils ont déterré des poteries incroyables, des lames en obsidienne et en chaille, et même une minuscule figurine en bronze qui pourrait dater de l'an 2800 avant l'ère commune. Cependant, la plupart des bâtiments proviennent de la période comprise entre 1650 et 1180 avant l'ère commune. Ensuite, les scientifiques ont de nouveau abandonné le site jusqu'en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a lancé un nouveau projet quinquennal, dont la mission était d'explorer en profondeur l'histoire de Pavlopétrie. Cette fois, ils disposaient d'outils de cartographie numérique et de meilleurs équipements de plongée, ce qui leur a permis d'explorer et même de faire des fouilles sous-marines. Ils ont découvert 9000 mètres carrés supplémentaires de bâtiments, y compris une grande salle et des rues cachées. De plus, ils ont déterré d'autres poteries qui leur ont indiqué que des gens avaient vécu là entre 3000 et 1100 avant l'ère commune, et que la ville comptait une population de 500 à 2000 personnes. Personne ne sait avec certitude comment cette cité a fini sous l'eau, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce fut à cause d'un tremblement de terre, peut-être vers l'an 1000 avant l'ère commune, ou même aussi tardivement que l'an 375 de notre ère, parce que c'est la plus ancienne ville sous-marine jamais découverte. Certaines personnes croient même que Pavlopétrie pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide. Un autre prétendant au titre d'Atlantide se trouve près du Japon. En 1986, un plongeur local explorait les eaux près des îles Ryukyu lorsqu'il découvrit une structure géante faite de marches parfaitement formées et aux bords tranchants. Elle se trouvait à 25 mètres sous l'eau. Aujourd'hui, le monument Yonaguni reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux de la planète. La structure mesure presque la moitié d'un terrain de football, environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Elle ressemble à une immense pyramide de pierre, avec des plateformes superposées et des marches empilées les unes sur les autres. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni qui l'a construite. Certains experts pensent que le monument pourrait avoir plus de 10 000 ans, ce qui le rendrait plus ancien que les pyramides égyptiennes. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des derniers vestiges d'une civilisation perdue portant le nom de Mu, une société mythique du Pacifique similaire à l'Atlantide. D'autres pensent que c'est un peuple ancien, qui vivait au Japon, dès l'an 12 000 avant notre ère, le peuple Jomon, qui l'aurait construite. Mais de nombreux scientifiques et géologues sont sceptiques quant à cette possible civilisation sous-marine. Même si Yonaguni possède des passages étroits, des ouvertures en arc et des angles droits, qui ressemblent presque à des pâtés de maison. Ils disent que le site ressemble davantage à une formation rocheuse naturelle, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord, par exemple. L'ensemble du monument est encore relié à un bloc de substratum rocheux, ce qui signifie qu'il n'a pas été construit pièce à pièce. Et la façon dont les couches de roches sont empilées est probablement liée au tremblement de terre et au mouvement tectonique. Il est situé dans la très active ceinture de feu du Pacifique. Un géologue marin y retournait sans cesse, et à chaque fois, il découvrait quelque chose de nouveau. Il affirme avoir repéré des traces d'outils dans la roche, des symboles gravés sur des faces de pierre et même des formations rocheuses en forme d'animaux. Il pense que ces sculptures indiquent l'existence d'une culture provenant du continent asiatique. Il a déclaré avoir identifié 10 structures différentes au large de Yonaguni, y compris un château en ruine, un arc de triomphe, 5 temples et même un énorme stade. Ces bâtiments semblent être reliés par des routes et des canaux, et certaines parties sont même entourées de ce qui ressemble à d'immenses murs de pierre. L'explorateur pense que la ville a au moins 5000 ans. Il se base pour cela sur des stalactites trouvées dans des grottes sous-marines voisines, qui n'ont pu se former qu'après l'inondation des grottes. Ses partisans affirment n'avoir jamais vu un tremblement de terre créer des formes comme celle-ci sous l'eau ou à sa surface. Mais les sceptiques mettent tout cela sur le compte de l'érosion, et insistent sur le fait que ce sont les courants sous-marins et les créatures marines qui ont creusé des trous dans la roche. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, le site est ouvert aux visiteurs, et c'est assurément une expérience de plongée des plus amusantes. Les êtres humains investissent beaucoup de temps et d'argent dans l'exploration de l'inconnu. D'abord l'espace, puis les fonds marins. Mais il nous reste une autre frontière à conquérir. Les scientifiques l'appellent la frontière profonde. Je veux parler de l'endroit le plus profond que nous ayons atteint en chemin vers le noyau terrestre. Dans les années 60, nous avons tenté de creuser le trou le plus profond jamais réalisé sur Terre.
Cela nous a menés loin dans le cercle arctique. Ce qui porte aujourd'hui le nom de forage profond de Kola est également le point artificiel le plus bas de la planète, à 12 262 mètres de profondeur. Il a fallu 20 ans pour creuser aussi profondément dans la croûte terrestre, et les chercheurs estiment que nous n'avons atteint qu'environ un tiers de la distance qui nous sépare du manteau. Voici comment se présente notre planète. Si la Terre était comme un oignon, la croûte terrestre est comme la peau épaisse de cet oignon. Cette partie ne fait que 40 km d'épaisseur. Au-delà se trouve le manteau, profond de 2900 km. Et après ça, en plein centre de la Terre, nous avons le noyau, qui est composé de deux couches, une couche interne et une couche externe. Savez-vous où se trouve la croûte la plus fine de la planète? Au fond de l'océan. Lorsque les scientifiques américains ont compris cela, ils ont commencé à forer des trous dans le plancher océanique. C'est ainsi qu'est né le projet Moholy. Il a débuté en 1961, mais la technologie dont nous disposions à l'époque pour forer de profonds trous dans l'océan était très rudimentaire. Il a fallu improviser. Ils ont installé un système de propulseurs sur les côtés de leur navire de forage afin de le stabiliser au-dessus du trou. Le principal défi consistait à forer le plus verticalement possible. Sinon, ce trou profond aurait ressemblé à un labyrinthe. Le projet du forage profond de Kola et le projet Moholy ont tous deux été officiellement abandonnés dans les années qui ont suivi. Cependant, l'être humain a construit des ouvrages souterrains relativement profonds. En 1963, un homme turc qui faisait des rénovations dans son sous-sol a découvert un tunnel. L'entrée de ce tunnel menait à d'autres passages qui formaient tout un réseau de salles et de chambres. Il ne le savait pas, mais il venait de découvrir Derinkuyu. Cette ville disparue mesurait près de 18 étages ou 61 mètres de profondeur. Elle était suffisamment grande pour accueillir 20 000 personnes et se trouvait tout simplement sous la Cappadoce, en Turquie. La Cappadoce abrite des centaines d'habitations souterraines. 40 de ces villes souterraines ont au moins 2 étages. Cependant, aucune n'est aussi grande que Derinkuyu. Il n'existe pas beaucoup de récits historiques sur les origines de Derinkuyu. Certains pensent que la partie la plus ancienne du complexe a été creusée vers 2000 avant J.C. par les Hittites. Les Hittites étaient une civilisation indo-européenne. Ils furent l'une des premières grandes civilisations de l'âge du bronze en Asie occidentale. Les chercheurs pensent qu'ils ont construit cette ville souterraine pour se protéger des invasions. D'autres pensent que ce sont en fait les chrétiens qui ont construit cette ville au cours des premiers siècles de notre ère. Selon eux, elle aurait été construite pour protéger les habitants des variations de température extrêmes, chaleur intense en été et froid glacial en hiver. D'un point de vue géologique, le terrain sous la Cappadoce est idéal pour la construction. Les roches sont tendres, ce qui facilite le forage de tunnels. Pour cette même raison, les grandes cavités souterraines sont fragiles. C'est pourquoi la plupart des salles sont soutenues par des piliers. Heureusement, aucun des sols de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. Les bâtisseurs de Derinkuyu avaient tout prévu. La ville était isolée du monde par d'énormes rochers qui dissimulaient son entrée. Elle était ventilée par plus de 15 000 puits d'aération d'environ 10 cm de large. Cela garantissait une ventilation suffisante dans les niveaux supérieurs, qui finirent par être utilisés comme pièces à vivre et chambres à coucher. Les niveaux inférieurs de cet impressionnant labyrinthe servaient principalement à l'entreposage. Mais à vrai dire, rien ne manquait. Une salle pour un pressoir à vin, pour les animaux domestiques, de petits édifices religieux. Ils n'ont certainement pas ménagé leurs efforts pour rendre cette ville souterraine aussi complète qu'une ville construite à la surface. En parlant d'ouvrages souterrains impressionnants, la Suisse possède le plus long tunnel du monde. Il se trouve dans le massif du Saint-Gothard. Ce tunnel d'une taille impressionnante a été construit à plus de 2440 mètres sous la surface. Voici à quoi ressemble le tunnel du Saint-Gothard. L'idée de sa construction fut avancée dès 1947. Mais les travaux ne commencèrent officiellement qu'en 1999. Il a fallu des années pour approuver le projet, puis trouver l'emplacement idéal. Malgré cela, les 73 types de roches différents qui composent le massif ont fait de cette construction un véritable défi. Certaines roches étaient aussi dures que du granit, d'autres aussi tendres que du grès. Il a donc fallu adopter différentes approches et utiliser différents équipements pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Au total, environ 28 millions de tonnes de roches ont dû être excavées pour permettre l'aménagement du tunnel.
Un chantier à une telle profondeur souterraine a posé de nombreux défis. Plus les ouvriers s'enfoncèrent dans la montagne, plus la température augmentait. En l'absence de ventilation naturelle, la température pouvait grimper jusqu'à 46 degrés Celsius, rendant les conditions de travail très difficiles. Le tunnel s'étend sur 56 km d'un bout à l'autre. Pendant la construction, il a fallu utiliser 4 énormes tunneliers, également appelés taupes, pour percer le massif. Chacune de ces taupes mesurait environ 426 mètres de long. Mais c'était l'une des meilleures solutions, car ces machines limitent les perturbations du sol environnant et permettent d'obtenir des parois lisses. Saviez-vous que le sous-sol le plus profond du monde se trouve sous l'Opéra de Sydney, en Australie? Le bâtiment s'enfonce autant sous terre qu'il s'élève au-dessus du sol. Mais ce sous-sol ne sert pas uniquement de fondation à l'Opéra. Il s'agit en fait d'un parking. Ce parking unique s'enfonce à 36 mètres sous terre, soit 12 étages de profondeur, alors que les parkings ne comptent généralement que 4 ou 5 étages. Mais ce n'est pas tout ce qui le rend unique. En effet, s'ils avaient décidé de construire un parking rectangulaire classique, ils auraient perdu une multitude de places de stationnement. Comme ils souhaitaient optimiser l'espace disponible, ils ont dû imaginer une structure exceptionnelle. Tout d'abord, ils ont creusé une caverne artificielle pour rendre ce rêve possible. Ensuite, ils ont dû concevoir un plan. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un sous-sol en forme de beignet, ou ce que les ingénieurs appellent une double hélice. Cette conception a surpris la communauté des ingénieurs par son approche innovante. Cependant, cela a fonctionné. Aujourd'hui, il y a de la place pour plus d'1 millier de voitures, ce qui semble tout à fait approprié pour un opéra. Étonnons-nous encore une fois. Il faut jusqu'à 1 heure pour atteindre certaines structures souterraines. Prenons l'exemple de la mine d'or de Mponeng, en Afrique du Sud, située à environ 4 km sous la surface. Vous vous dites, sans doute, il ne s'agit que de 4 petits kilomètres, pourquoi faut-il 1 heure pour y arriver? Mais les conditions y sont extrêmement difficiles. Pourtant, Milan Ludena, un coureur équatorien, a réussi à courir un semi-marathon dans ces conditions, malgré une température de 40 degrés Celsius, un taux d'humidité de 80% et une pression atmosphérique de 1,4. C'est la pression que l'on ressent à 5 mètres sous la mer. Incroyable.